Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie. Ah non pardon, ça c'est une chanson. Donc non, moi je m'appelle Thierry, je suis photographe amateur depuis maintenant 6 ans. J'ai commencé la photo il y a 6 ans et la macrophotographie, je vais y arriver, il y a 6 ans aussi. J'aime prendre en photo toutes les belles choses que la nature, alors, ce que moi je trouve beau. Voilà, parce que je prends aussi des araignées. Donc, tout le monde n'apprécie pas les araignées, on va dire. Moi, j'adore les araignées. Voilà, donc j'aime bien prendre en photo les araignées, les insectes, les petites fleurs, voilà, tout ce qui est très petit, que les gens ne voient pas en temps normal. Et j'aime montrer ce que Dame Nature nous met à disposition, on va dire, et que les gens ne voient pas. Voilà, qu'on peut croiser tous les jours, mais que les gens ne voient pas. J'essaye, au travers de mes photos, de mettre en valeur cette nature qu'il faut préserver, qu'il faut protéger. Sensibiliser aussi les personnes, les gens qui regardent mes photos, au fait de ne pas écraser une araignée parce que vous la voyez, parce que vous en avez peur. Vous la prenez dans une boîte, vous la mettez dehors. Et elle va continuer sa vie, vous aussi, et tout va bien se passer. Mon but principal, c'est de montrer les belles choses que Dame Nature nous montre. Donc voilà, je suis pas un photographe. Il y en a certains qui font beaucoup de retouches sur photo. Moi, je fais très peu de retouches. Je traite mes photos, oui, mais équilibrer la balance des lumières quand voilà, j'ai surexposé mes photos ou sous-exposé mes photos. Passer la photo en 16:9 parce que j'adore le format 16:9 et que je traite quasiment toutes mes photos en format 16:9, à part quelques-unes bien particulières qui, de par la disposition du sujet, se présentent mieux sous la forme du format 1:1, un format carré. Avec 80% de mes photos qui sont au format 16:9. Si la macro vous intéresse, je vous donne rendez-vous de suite pour la présentation que je vais faire de la macrophotographie, comment je pratique la macrophotographie, ce que j'aime bien faire avec. A plus. Bonjour à tous, donc bienvenue pour ceux qui... Donc, je m'appelle Thierry, je fais de la macrophotographie. C'est le but de ma conférence d'aujourd'hui, c'est de démystifier un petit peu la macrophotographie en expliquant, voilà, qu'est-ce que c'est la macrophotographie, comment on fait la macro. Voilà. Et après, je vous montrerai mes sujets préférés, je vous expliquerai pourquoi ce sont mes sujets préférés, et voilà, quelques exemples, et puis on pourra répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Donc, une petite citation de Ernst Jünger, qui était un auteur allemand, pardon, qui dit que dès que vous vous intéressez à la toute petite créature, le monde devient immense. Et ce qui est vrai, c'est que en fait, quand on s'intéresse, on s'occupe de tout ce qui nous entoure, en fait, on se rend compte que il y a une quantité d'êtres vivants qui nous entourent qui est colossale. Donc, on va commencer par la partie définition de la macrophotographie. Donc, la macrophotographie, on parle du macro quand on a un rapport de taille entre le sujet dans la réalité et sa taille sur le capteur qui est de 1 pour 1. C'est-à-dire qu'un sujet qui fait 1 cm dans la réalité, dans la nature, va faire 1 cm sur votre capteur. Donc, entre 1 pour 10, donc 0,1 pour 1 si vous préférez, et 1 pour 1, on parle de proxy photographie, c'est-à-dire qu'on a un sujet qui est gros, qui est relativement gros à l'affichage, mais on est assez éloigné pour ne pas être vraiment en macro. Entre 1 pour 1 et 10 pour 1, là, on est vraiment dans la macrophotographie, sachant qu'à partir de 2 pour 1, on parle déjà de super macro, parce que voilà, on a un grossissement qui est au-delà de la macro standard. Et après, au-delà des 10 pour 1, on passe de la microphotographie avec des objectifs de microscope, comme son nom l'indique, des objectifs de microscope qui permettent voilà, de faire des très, très, très forts grossissements qui peuvent aller jusqu'à 100 fois la taille du sujet. Donc, c'est vraiment, on a vraiment des choses, on peut arriver à faire des choses microscopiques en photo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de macrophotographie. Donc, la macrophotographie, il y a des erreurs qui sont couramment commises, on va dire, involontairement, mais c'est vrai que les gens disent, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'essayer d'expliquer à des personnes qui me disent, ouais, qui prennent une photo d'un oiseau, qui me disent, ouais, mais il suffit une macro. Non. Alors, pour faire une macro, c'est parce qu'il y a marqué macro sur votre objectif que c'est un objectif qui fait que de la macro. La plupart du temps, les objectifs macro, on va dire standard, c'est-à-dire ceux qui vont jusqu'à 1 pour 1 un grossissement, qui s'arrêtent au rapport de macrophotographie, ne font de la macro qu'à la mise au point minimale, c'est-à-dire quand on est le plus près du sujet. Et c'est vrai que c'est une erreur qui est très, très, très couramment faite et les gens ne comprennent pas. Donc, c'est parce que votre objectif arrive à ce rapport d'un point que vous allez faire de la macro. Ce n'est pas lié
non plus à la taille du capteur. C'est-à-dire que vous utilisiez un appareil photo avec un moyen format ou un, micro 4 tiers comme moi, le rapport d'un pour un est toujours pareil. La seule différence qu'il y a, c'est que sur un rapport de donc un sujet qui fait 1 cm sur un capteur plein format, beh, va prendre 1 cm dessus, mais sur un capteur qui est micro 4 tiers qui va être, heu, beaucoup plus petit, forcément qui est déjà 2 fois plus petit qu'un plein format, le sujet va prendre on aura l'impression qu'il prend plus de place. Mais en fait, le sujet, il aura toujours le même rapport de grossissement. Mais c'est vrai qu'avec la différence de taille des capteurs, ça influe, la vision qu'on a de l'image. Ça, je vais vous montrer un petit exemple très simple qui vous montre les différentes tailles de capteurs. Donc les moyens formats, heu, d'ailleurs, oui, moyen format, il y a 2 tailles de moyen format. Le full frame, donc le plein format que la plupart des photographes professionnels utilisent, pour leurs photos. Beh, Sébastien, typiquement, voilà, dans ses photos de mariage, il utilise sûrement des capteurs plein format. Je suis même certain qu'il utilise des capteurs plein format. Vous avez des APS-C, donc les APS-C, il y a différentes tailles d'APS-C. Que si vous êtes, chez Nikon, ils ont fait une taille un peu particulière, une taille, «bâtarde» entre guillemets. Vous avez des capteurs micro 4 tiers, ce que j'utilise moi, et après vous avez des capteurs encore plus petits et on a encore des capteurs encore plus petits si on parle de téléphone, smartphone par exemple, vous avez des capteurs qui sont vraiment tout petits. Donc c'est pour ça qu'il faut bien tenir compte, heu, quand on parle de macro, le rendu photo est différent de la taille du sujet sur le capteur. Vous avez un sujet qui fait 1 cm, mais sur un capteur micro 4 tiers, comme le capteur est plus petit, au rendu, à la sortie, on a, le sujet a l'air plus gros, en fait. Tout simplement parce que le capteur est plus petit. C'est pour ça que moi, maintenant, quand je partage mes photos, macro, je ne précise plus le grossissement parce que c'est vrai que les gens ne comprennent pas forcément. Moi, je précise le champ couvert par ma photo. Donc, comme j'ai un objectif qui fait de la super macro, il va jusqu'à 2 pour 1 en rapport de grossissement et que je suis sur micro 4 tiers, mon champ couvert par ma photo, il fait 5 millimètres par 9 millimètres quand je suis en format 16/9 et 6 par 9 quand je suis en format, 4 tiers. Voilà. Juste pour dire qu'effectivement, et c'est aussi un choix, c'est aussi pour ça que je suis passé sur le micro 4 tiers. Avant, j'étais en APS-C. C'est justement parce que, du coup, on gagne, en grossissement, sans parler de rapport de grossissement à proprement parler, mais on a un sujet qui est plus imposant, on va dire, sur la photo. Hem Quel matériel utiliser pour la macro? Donc il y a différents matériels. Moi, j'ai débuté avec un matériel qui coûte pas grand-chose et pour en parler avec d'autres photographes, le rendu de mes photos de départ, alors toujours pareil, il y a la partie matérielle, il y a la partie technique. Savoir comment composer une photo, quels sont les réglages à prendre, voilà, ça c'est toute une partie qui s'acquiert et qui est exactement la même technique à apprendre que pour faire de la photo de mariage. Les triangles d'exposition, c'est la même chose, à part qu'en macro, plus on a un rapport au grossissement qui est important et moins on a de lumière qui rentre dans l'objectif. Donc on a des contraintes de lumière qui sont plus importantes que quelqu'un qui va utiliser un capteur, plein format pour faire un portrait, par exemple. Donc moi, j'ai commencé avec une bague d'inversion. Une bague d'inversion, comme son nom l'indique, c'est une petite bague qui a la tête d'un filtre, en fait, donc qui creuse, qu'on vient visser au bout de l'objectif et qui permet de prendre un objectif, standard, un objectif kit, hein, par exemple un 18-55, et de le retourner, de venir le clipser sur le boîtier à l'envers. Et d'un objectif 18-55, on fait un objectif qui est vraiment de la macro, pure et dure, hein. On arrive à dépasser largement le rapport d'1 pour 1. Donc ça coûte, 10 € quoi. Une bague d'immersion, ça coûte rien et quelqu'un qui veut se tester à la macro avant d'investir dans du matériel un peu plus spécifique, techniquement parlant, voilà, ça coûte pas cher de faire cette méthode-là. Après, on a la méthode des tubes d'allonge qui existe aussi. Les tubes d'allonge, comme son nom l'indique, ce sont des tubes, qui viennent se monter sur le boîtier et qui permettent de décaler, de déplacer le plan focal, donc de déplacer notre objectif par rapport au boîtier. Donc on vient intercaler de l'espace entre les 2. Et ça permet du coup d'augmenter le tirage, d'augmenter le grossissement. Pour un peu plus cher, donc pour 65 environ 65 €, on commence à avoir, ce qu'on appelle des bonnettes. Les bonnettes, donc ce sont des lentilles qui viennent se visser ou qui viennent se clipser selon le type de fixation au bout d'un objectif et qui permettent pareil de gagner des dioptries, de gagner du grossissement. Heu, Ça marche très bien. J'ai utilisé aussi, des bonnettes, et c'est
franchement, le rendu et quand on a des bonnettes de qualité, en général, enfin, je vais vous parler après, j'en parle, je vais rentrer dans le détail un peu plus, mais je parle de Raynox parce que Raynox, voilà, c'est une marque qui a fait ses preuves, hein, qui fournit des bonnettes de vraiment de bonne qualité et avec ces bonnettes-là, effectivement, on arrive à avoir un résultat qui quand même, a un grossissement qui est important. Et après à partir de, 400 €, donc là, voilà, on attaque le budget qui commence à faire mal. On a des objectifs macro, qui vont qui peuvent commencer à faire du 1 pour 1, hein, c'est le de toute façon, c'est le minimum pour faire de la macro et bien plus, voilà, qui peuvent aller, à des plus gros grossissements. Donc on va attaquer les avantages et inconvénients de chaque, heu, système, on va dire. Donc la bague d'inversion, l'avantage, c'est vraiment pas cher, c'est facile à mettre en œuvre parce qu'il y a juste à le visser et le clipser. La qualité photo, elle est nickel, franchement, parce que si votre objectif, moi j'avais un objectif 18-55 de base, ça, mais le rendu était très très bien, il y avait un bon piqué, franchement c'est très propre. Les inconvénients, l'objectif devient totalement manuel, sauf si on utilise des systèmes comme, je crois que c'est Novoflex qui fait ça pour Canon, où on a une bague qui vient se clipser sur le boîtier, il y a un cordon et une autre bague qui vient se clipser à l'arrière, enfin du coup à l'avant, puisqu'il est à l'envers, qui vient se clipser à l'avant de l'objectif qui permet de récupérer l'électronique pour conserver. Par contre, là, on est dans les 100 €. Il faut compter au moins 100 € pour avoir ce système-là, voire un peu plus. Heu et par contre, voilà, la difficulté d'utiliser, sauf sur une bague NoFlex, mais que je parle quand on est sur une bague métallique de base, la difficulté qu'on va avoir, c'est que quand on règle, par exemple, moi, j'étais chez Nikon et pour régler l'ouverture du diaphragme, en fait, c'est une languette qui est à l'arrière de l'objectif et en fait, la seule solution qu'on a, c'est soit on trouve une bague qui permet de régler le diaph avec, un curseur en fait, qui permet de régler. Moi, j'ai fait une version bricolage. C'était, j'avais une petite épingle en plastique qui, rentrait, qui décalait, qui poussait légèrement la languette, hein, de façon à ce que ça vienne m'ouvrir un tout petit peu le diaphragme. Hem et donc du coup, quand le diaph est très fermé, puisque là pour essayer de gagner en profondeur de champ, on a quand même un diaph qui est relativement bien fermé. La visée devient compliquée parce que quand on n'a pas de viseur électronique, on a la lumière qui rentre, quoi. Et à F14, par exemple, il y a pas grand chose qui rentre comme lumière. Donc on est obligé, soit on fait beaucoup de photos en plein jour, soit on utilise, un éclairage d'appoint, par exemple, hein, pour pouvoir, augmenter la quantité de lumière et que nous, on puisse faire notre mise au point facile. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même une profondeur de champ qui est relativement faible et c'est compliqué derrière faire une mise au point. Les tubes d'allonge. Alors les tubes d'allonge, c'est le même principe, donc voilà, comme j'expliquais, ça s'intercale, c'est pas très cher, c'est facile à mettre en œuvre, la qualité des photos, elle est correcte, il y a pas de souci. On a une grosse perte de lumière, il faut le savoir, on peut vite se retrouver avec un bazooka. Si on a un objectif qui est un peu long, qu'on vient mettre sur les tubes d'allonge on a un objectif qui ça fait c'est un bazooka. On a un gros tube, énorme au bout de l'objectif et forcément, c'est un peu plus contraignant au niveau de la prise de vue. Les bonnettes. Donc bonnettes, je parlais de Renox parce que voilà, c'est, une marque que j'ai, testée, que beaucoup de monde a testé et les résultats sont très, très bien. Franchement, de très bonne qualité au niveau de l'optique parce on rajoute du verre, donc il faut quand même avoir quelque chose qui soit qualitatif parce qu'une bonnette que vous achetez, sans je sans jeter la pierre, mais une bonnette que vous achetez sur Wish, typiquement, vous n'allez pas forcément avoir la même qualité d'optique et le but du jeu, c'est de gagner en grossissement, mais faut pas perdre en qualité derrière. Parce que si vous perdez en qualité, vous allez trouver aucun intérêt en fait à utiliser cette bonnette-là. Donc, vaut mieux investir un peu plus, je dis même un peu plus, parce que voilà, 65 €, c'est pas hors de prix pour avoir une bonnette. Et du coup, ça vous permet quand même de garder une qualité correcte, pour que vos photos soient belles, quoi, tout simplement. Donc il y a au niveau des grossissements, donc la DCR, 150, c'est la plus petite, elle va, plus 4,8 dioptries et on va jusqu'à 32 dioptries pour la MSN 505. 32 dioptries, c'est colossal, hein, en grossissement, on est vraiment, énorme. On a une profondeur de champ qui va être ridicule du coup, mais par contre, on est un grossissement qui est très, très, très important. Et donc les inconvénients, effectivement, je disais qu'on ajoute du verre. Quand on a de la bonne qualité, pas de souci. Quand on a une bonnette de mauvaise qualité, c'est pas bien. Et c'est conseillé d'utiliser avec des objectifs qui ont une focale au-delà de 75, pardon. Il faut savoir que quand on utilise par exemple un 70-300, le grossissement maximum sera quand on sera à 300 millimètres. Voilà, plus la focale est longue et plus le grossissement sera important au niveau de ce qu'on va afficher, sur le capteur.
Et après, voilà, on arrive aux objectifs macro. Donc avantage, forcément la qualité optique elle est parfaite, hein. Normalement, voilà, un objectif macro, c'est vraiment des objectifs qui sont très qualitatifs au niveau, alors toujours pareil, si vous achetez un objectif macro, que vous le payez 150 €, il y a peu de chances qu'il soit de bonne qualité. Je pense qu'à partir de 400 €, on a vraiment des trucs qui sont tip top au niveau de la qualité. Facile à mettre en œuvre, il y a pas de souci, hein, vous le clipsez comme le titre normal, puis vous en servez, pas de problème. Et les inconvénients, forcément, c'est plus cher que le reste des solutions que j'ai proposées. C'est pour ça que, pour ceux qui débutent, j'ai dit: «Investissez dans une bague d'inversion, c'est simple à mettre en œuvre, il y a pas 36 m c'est vraiment facile à faire, ça coûte pas cher et ça vous permet de voir si la macro va vous plaire». Parce qu'il ne faut pas acheter un objectif à 400 balles et à la sortie, qu'on se dégoûte parce qu'on n'arrive pas à sortir des photos qu'on voudrait. Enfin voilà, il y a une partie pratique, hein, il y a énormément de pratique. Moi, ça va faire un peu plus de 6 ans que maintenant que je fais de la photo macro et exclusivement quasi exclusivement de la macro. Je fais un peu d'astro, mais bon, voilà, très, très peu. Heu et il faut de la pratique, quoi. C'est pas juste, je prends, je shoot et c'est magnifique parce que j'ai le bon matos. Ça fait pas tout. J'en ai souvent, j'entends dans les commentaires des gens qui disent: «Ouais, mais tu as un objectif tiens, la vache, ton appareil photo, ton objectif, ça va bien, hein, il vont bien, hein». Oui, alors certes, si c'est du bon matériel, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Quand on shoot une araignée sauteuse et qu'elle fait que se balader, il y a de la technique derrière, c'est imparable. Comme je dis toujours, je peux vous mettre au défi, je vous prête mon matos, je vous fais les réglages et je vous laisse faire la même photo que moi et on en reparle après. Voilà, typiquement. Hem, les objectifs macro, donc la plupart des objectifs dits macro n'obtiennent le rapport de 1 pour 1 qu'à la distance de mise au point minimale, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y en a certains qui sont marqués macro et qui font du rapport, en fait, au lieu de faire du 1 pour 1, ils font du 0,5 pour 1. C'est-à-dire qu'en fait, ils trichent sur le terme de macro en tenant compte du fait que c'est un objectif qui est pour APS-C, qu'on a un crop factor qui va, galvaniser un petit peu le grossissement et que du coup le rendu sera équivalent du 1 pour 1. Mais c'est pas des vrais objectifs macro, faut le savoir. Et on a certaines marques comme, celle que j'utilise, depuis maintenant quelques années, Laowa, qui font des objectifs, tous leurs objectifs macro, quel que soit le modèle que vous choisissez, c'est du 2 pour 1 en grossissement maximum. Voilà. Et après, on a des objectifs totalement hyper spécifiques macro, comme le MPE65 de chez Canon, qui est tous ceux qui font de la macro connaissent cet objectif-là, qui encore, malgré le fait qu'il soit d'occasion, se vend très cher. Il faut compter entre 600 et 900 € pour avoir un objectif MPE65, il faut le savoir. C'est un super objectif. Moi, ce qui me dérange un peu dans cet objectif-là, c'est que quand on change sa mise au point, donc il va de 1 pour 1 à 5 pour 1 en grossissement, donc c'est vraiment il ne fait que de la macro. On ne pourra pas faire un portrait avec un PS65, c'est pas possible. C'est un objectif qui se déplie. Donc quand on tourne la bague de mise au point pour changer notre grossissement, le tube s'allonge et donc on se retrouve avec un sacré morceau, il y en a qui vont dire titre, on se retrouve avec un sacré un sacré morceau, dans les mains, avec un MP65 et Laowa a sorti un produit qui, on va dire, concurrence un petit peu l'MP65, puisque c'est un objectif qui est 100 macro, c'est un 25 millimètres. Il ne va pas de 1 pour 1 à 5 pour 1, il va de 2,5 pour 1 à 5 pour 1 et il est ridiculement petit. Et quand je dis ridiculement petit, mon 50 millimètres que j'ai là actuellement est plus gros que le 25 millimètres. Le 25 millimètres, il fait ça, je l'ai eu dans mes mains. Bon, sur APS-C, c'était impossible, le crop factor, non, c'était impossible d'arriver à choper un sujet, vivant, j'y arrivais pas. Donc du coup, je l'ai revendu, mais sinon après il est de très bonne qualité et on a vraiment un grossissement qui est hyper impressionnant, quoi. Donc ça, c'était pour les objectifs macro. Je dis toujours, objectif macro, c'est cher. Si vous voulez tester, commencez par d'autres solutions, la bonnette, les tubes d'allonge ou la bague d'inversion, mais au moins vous allez pouvoir débuter avec quelque chose qui soit moins onéreux, le temps de voir si ça vous convient. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai commencé, j'ai fait des photos avec une bague d'inversion pendant 1 an. C'est pas compliqué. Pendant 1 an, et jusqu'à un moment où je dis ouais, ça c'est bon, c'est exactement ce que je veux faire. J'arrive à faire des trucs. J'arrive à sortir des photos qui ont vraiment de la gueule et qui sont propres, qui sont potable. Et d'ailleurs, il y a des photos que j'ai fait à l'époque, surtout une photo d'araignée sauteuse que j'ai fait à l'île Maurice quand j'étais parti en vacances avec ma femme, avec le 1855 MRC, donc sur un D3200, donc c'est un entrée de gamme, hein. L'appareil faut 300 € quoi, grosso modo. Et cette photo, c'est reste une de mes photos préférées.
malgré toute l'expérience que j'ai pu avoir depuis, voilà, que j'ai pu acquérir suite à ma pratique, quoi. Donc, mon matos, voilà, c'est celui-là. Bah, si Xav veut rebasculer, j'avais dit qu'on basculerait qu'à la fin, mais s'il veut rebasculer sur le plein écran, je vais, vous montrer, en live ce que ça donne, hein. Voilà, hop, je sais pas s'il a basculé. Non, pas encore. Voilà, impec, merci Xav. Donc ça, c'est mon boîtier. Voilà, donc c'est un petit boîtier, c'est un micro 4 tiers. Alors j'ai des grandes mains, de très grandes mains, je fais 1,90 m, donc c'est pour ça que ça a l'air tout petit, hein, en fait. C'est tout petit, mais j'ai des grandes mains, donc ça fait encore plus petit. Donc ça, c'est mon boîtier, avec un flash, Godox, un, V350O. Donc c'est un flash qui marche avec une batterie Li-ion, ce qui est bien parce qu'on a une autonomie de flash qui est colossale. Je crois que c'est 500 flashs à pleine puissance. Et surtout, on a un temps de recyclage qui est super court. On est à 2 secondes à pleine puissance, donc c'est vraiment nickel. On peut même, en fonction en touchant un petit peu sur le réglage, c'est-à-dire en augmentant les ISO, au lieu de shooter à 100 ISO, je le monte jusqu'à 200 ISO et je peux shooter en rafale avec le flash qui déclenche à chaque fois. Une chose super importante en macro, c'est la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui est vraiment primordial et donc pour avoir une super lumière, le truc qu'il faut faire, fabriquer. Alors moi, je suis devenu presque professionnel dans la fabrication de diffuseurs parce que j'en ai fait, une tripotée plus 15. Mon premier diffuseur, c'était un couvercle de boîte de Tupperware, donc blanc, translucide, mais à peine, que j'avais découpé, que je venais clipser au bout de mon objectif. Ça marchait nickel. Franchement, ça marchait très, très bien. Donc là, j'ai évolué. J'ai une plus grande surface de couverture. On est sur une surface incurvée, dans les 2 sens, qui permet de diffuser la lumière. Donc, j'ai une batterie externe parce que à l'intérieur, donc sur le côté, j'ai un petit inter et j'ai une lumière d'appoint. C'est une petite barrette LED toute petite qui me permet de faire ma mise au point facilement. Je peux même faire des photos de nuit avec ce matos-là, donc c'est assez nickel. Tous mes diffuseurs sont, démontables, déclipsables. À l'intérieur, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un papier alu, gaufré. Donc on voit la petite barrette LED là en bas, d'accord? Il y a un petit papier alu gaufré et donc je fais, bah, comme je dis professionnel parce qu'au début, je faisais, des, bricolages, avec j'ai utilisé pas mal de bidons en plastique blanc, ça allait très bien, c'était rigide, hein, je pouvais leur donner, l'angle que je voulais et souvent je faisais juste, au niveau de l'optique, c'était droit et puis après je faisais, un angle couvert pour que le flash vienne taper dans le bidon, ça me faisait une lumière qui était franchement correcte, très bien. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas de lumière qui se perd. Toute la lumière, elle sort par devant. Tout est réfléchi, j'ai du réfléchissant en bas, j'ai réfléchissant sur le dessus et derrière le diffuseur, donc il y a une couche, plastique et derrière j'ai de la mousse. J'ai une mousse, alvéolaire, polymère de, je crois, c'est du 3 millimètres d'épaisseur, blanche. C'est des mousses d'emballage, hein, je cherche pas bien, j'ai rien acheté pour ça. Si j'ai acheté le plastique noir, ça oui, mais tout le reste c'est du matos, classique, enfin qu'on peut trouver en récup, quoi. Et donc le but du jeu, c'est ça, c'est de diffuser la lumière parce que comme on est très, très près du sujet, si on utilise un flash sans diffuseur et bien on va avoir une ombre portée puisque notre objectif est là et que la lumière du flash va avoir tendance à faire ça. Donc forcément, tout ce qui se trouve, devant va se retrouver dans l'ombre, on va avoir de l'éclairage derrière et pas devant, c'est pas beau. Et là, avec ce diffuseur-là, j'arrive à avoir une très bonne lumière, donc toute la lumière du flash est récupérée et elle est totalement diffusée. J'ai pas d'ombre dure portée et on a un éclairage qui est uniforme sur la photo. Il faut savoir que la plupart de mes sujets, donc quand je suis à la mise au grossissement maximum, quasi tout le temps, quand je fais la photo, souvent j'ai mon sujet qui est sur mon doigt et je suis posé sur le bord de ma main, donc j'ai mon sujet, il est à, allez, 4 centimètres de mon objectif. C'est vraiment très près. Et donc du coup, ça permet, voilà, d'avoir une lumière. Le but du jeu, c'est d'avoir une lumière correcte. Et la 2e avantage qu'il y a avec, quand on utilise le flash, donc il y a énormément de photographes macro qui utilisent le flash. Il y en a certains qui font en lumière naturelle, mais c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, la lumière naturelle, ça oblige à avoir un trépied parce que comme je vous dis, on perd beaucoup de lumière, il y a beaucoup de lumière qui manque à l'entrée en en comment dire? On a besoin de beaucoup de lumière, voilà. Et quand on est en lumière naturelle, à moins de faire ça en plein après-midi, où là, effectivement, vous allez avoir le soleil, mais par contre, du coup, vous allez avoir des ombres portées parce que là, c'est le soleil qui va éclairer, qui va faire des ombres portées.
L'astuce, en fait, c'est d'avoir un trépied et de pouvoir se positionner, pour shooter, voilà, en live notre sujet, mais c'est moins confortable, c'est pas pratique. Si vous avez un sujet qui vole, autant vous expliquer que le temps que vous posiez le trépied, il y a une chance sur 2 qu'il soit parti avant que vous ayez le temps de le shooter. Les araignées, c'est pareil, ça bouge beaucoup, donc il faut pouvoir interagir avec le sujet. C'est pour ça que c'est important d'avoir, enfin, que je préconise, moi, à tous ceux qui débutent, je préconise l'utilisation d'un flash avec un diffuseur. Pas forcément un diffuseur super high-tech comme ce que j'ai fait, mais un diffuseur même basique. Le but du jeu, c'est d'avoir, des réglages, en fait, qui sont constants. Je fais des photos de nuit ou de jour, j'ai toujours les mêmes réglages. ISO 100, f9 parce que c'est là où j'ai mon, comment dire? C'est là où mon objectif a le meilleur compromis, profondeur de champ et qualité. Voilà. En étant moins ouvert, enfin plus ouvert pardon, j'aurais peut-être un meilleur piqué, par contre je perdrais vachement en profondeur de champ. Donc c'est le bon compromis et du coup, moi je fais mes photos de jour ou de nuit, peu importe, j'ai les mêmes réglages. La seule chose, c'est que de nuit, j'utilise systématiquement ma lumière d'appoint pour, pouvoir faire ma mise au point. Forcément, il fait noir, c'est un peu plus compliqué. Donc, Driss, tu veux repasser sur le diapo, s'il te plaît? Donc on va revenir sur, donc la partie matos, on a dit c'est bon. Hop, donc mes sujets préférés. Donc, je sais qu'il y en a qui vont sûrement crier, il y en a ceux qui regardent cette expo, mais je vous rassure, franchement, elles sont gentilles, elles sont mignonnes. Les araignées, j'adore les araignées. J'ai une énorme préférence pour les araignées sauteuses. Mais j'avoue qu'à force de shooter des araignées sauteuses, maintenant j'arrive à prendre des grosses araignées, enfin, ce qu'on appelle des grosses. En France, on va dire, c'est des grosses. En Australie, ce serait des toutes petites parce qu'ils en ont qui sont énormes. Mais en France, là, c'est des petites araignées. Donc j'aime bien shooter toutes les araignées maintenant. Mais j'ai quand même une grosse prédilection pour les araignées sauteuses. Après, j'adore tout ce qui est donc les odonates. Les odonates, c'est la grande famille des libellules. Donc il y a les libellules, les agrillons, qu'on appelle aussi les demoiselles. Vous connaissez sûrement, vous en avez déjà vu, c'est toutes petites libellules à longueur maximum, ça fait 5 centimètres, 5-6 centimètres grand maximum. Et les libellules, par contre, on a des tailles plus importantes. Les Chrysididae, ce sont des guêpes coucous. Les guêpes coucous, pas grand monde les connaît. Alors, ceux qui me suivent forcément connaissent parce que j'adore les shooter quand j'arrive à en trouver. C'est vraiment un sujet qui est très, très beau parce elles sont très colorées, elles sont métallisées, c'est vraiment top. Après, en journée, c'est très difficile à les repérer parce que c'est une toute petite guêpe. Donc, j'ai dit, la plus grosse que j'ai vue de ma vie, elle faisait 1 centimètre. Et la plupart que je vois, ce sont des juvéniles, elles font dans les 5 millimètres, quoi, 5-6 millimètres, guère plus. Et c'est une guêpe qui se pose jamais. En fait, elle est tout le temps en activité et elle vole super vite. Et comme elle est petite, c'est vraiment faut vraiment savoir où aller les voir, pour les trouver. Et bien sûr, les papillons. Bon, les papillons, c'est pas le sujet le plus simple à prendre en photo. Les plus belles photos de papillons que j'ai faites, je les ai faites de nuit, parce que ou très tôt le matin, avant le lever du soleil, quand ils sont endormis, tout simplement. Alors, c'est pareil, il faut savoir où les trouver, parce que c'est un peu plus compliqué de trouver des papillons. Quand on les voit voler, on sait les voir. Il y a pas de droit, on les repère vite. Quand ils sont posés en train de dormir sur une herbe ou sur une feuille, il faut avoir l'œil pour les trouver. Voilà. Donc, les arachnides. Alors, je suis gentil avec vous, je commence par les araignées sauteuses et après j'ai fait un petit avertissement pour, ceux qui ont vraiment la grosse phobie des araignées, pour que vous puissiez, fermer les yeux. Je vous dirai quand est-ce qu'il faut réouvrir les yeux. Il y a pas beaucoup, j'ai mis que 2-3 photos, ne vous inquiétez pas, ça devrait bien se passer. Donc les arachnides, les araignées sauteuses, donc il faut savoir que les araignées sauteuses, alors j'ai marqué entre 3 et 10 millimètres. J'ai une photo, la dernière photo que j'ai postée des d'araignées sauteuses, elle faisait 1,3 millimètre de long. Vous me direz: «Mais comment tu sais qu'elle faisait 1,3 millimètre de long?» Et beh, tout simplement parce que, comme je vous expliqué tout à l'heure, quand je suis à mon grossissement maximum, mon champ couvert fait 5 par 9 millimètres. Et vu que j'ai fait une photo de l'araignée de dessus, beh, j'ai juste eu à faire un rapport en croix pour savoir que 9 millimètres, ça représentait tant sur mon écran. Je mesure mon araignée sur mon écran et je savais qu'elle faisait 1,36 millimètres pour être exact. Et les plus grosses, 10 millimètres. Ça reste petit quand même, mais voilà, c'est les plus grosses qu'on a. Donc voilà. Je vais montrer différentes espèces que j'ai pu croiser. Il faut savoir que toutes ces espèces-là, je les ai croisées dans mon jardin.
elles sont toutes, vous pouvez toutes en trouver. Alors, moi, j'avais la chance d'habiter dans le sud de la France. Il faut savoir que les araignées adorent la chaleur. Si on habite encore plus au sud, hein, ceux qui habitent, en Espagne ou ça, mais vous avez d'autres variétés ou en Corse, vous avez d'autres variétés d'araignées sauteuses. Il y a vraiment beaucoup d'araignées sauteuses. Actuellement, on a plus de 6 500 espèces recensées d'araignées sauteuses et on en découvre, bah, pas tous les jours, mais pas loin, quoi. On en découvre régulièrement. Celle-là, par exemple, ça fait 6 ans que je fais la photo, je l'ai trouvée cette année, j'en avais jamais vu avant. Donc c'est une Ophoris herbigada, c'est un mâle. Alors vous allez me dire: «Mais comment est-ce que tu sais que c'est un mâle?» Alors en fait, le mâle, ici, là, vous avez, les 2 petites pattes qu'il y a devant, ça s'appelle des pédipalpes. Chez les araignées, toutes les araignées sont équipées de pédipalpes et les mâles, alors la femelle a un pédipalpe qui est tout fin, comme un doigt, et le mâle, c'est en forme de pompon, en fait, et parce que c'est ce qui sert au mâle à apporter le sperme dans la poche dans le système, de reproduction de la femelle. Donc là, voilà, typiquement un beau, petit mâle. Vous voyez ce qu'on voit dessous, c'est quand même mon index. C'est pour donner un ordre d'idée de la taille, et les rainures blanches qu'on voit, c'est les stries de mon empreinte digitale, hein. Ça reste très petit. Hem Hop, on va passer. Donc là, nous avons la plus grosse espèce en France, la Marpissa muscosa, une femelle, parce que le mâle est plus petit que la femelle. Ça, c'est la plus grosse espèce qu'on a en France. Et voilà, je vous dis 1 cm, c'est la taille adulte normale. Ce qui est très rigolo, c'est que toutes les araignées sauteuses ont leur lieu de prédilection, j'aime dire. Les Marpissa muscosa, moi j'ai un abri de jardin en tôle, où je vais ranger, mon outillage, l'outillage classique pour le jardin, plus, voilà, c'est mon atelier en fait, hein, de bricolage. Et dedans, voilà, ma femme n'y rentrera jamais, il y a trop d'araignées, j'ai des Oropsis, j'ai, des Zoonia radiata, j'ai des Tegenaea, et sur les portes, j'ai dans les plis du porte, c'est là, j'ai les Marpissa muscosa, donc j'ai des mâles et des femelles, j'en trouve régulièrement. Là, cette année, j'ai réussi à en repérer en même temps, j'ai repéré 6 différentes. Donc ça veut dire qu'il y a de la reproduction et que, c'est un cadre qui leur convient, où elles trouvent à manger, parce que j'ai des arbres à côté, donc il y a des chênes, donc forcément il y a de la nourriture, entre les moustiques, les blattes, hein, enfin voilà, il y a plein de petites bestioles, petits insectes qui se baladent et qu'elles mangent. Donc ça, c'est une femelle, Marpissa muscosa, avec, le contour des yeux. Elles ont des reflets, bleu-vert dans les yeux, et ce qui est rigolo, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes reflets sur les yeux latéraux que sur les yeux principaux devant. Il faut savoir que ce sont des araignées, elles ont 8 yeux. 8 yeux, 8 pattes. Ça voit partout. Alors, pourquoi 2 grands yeux en face avant? Parce que ce sont des araignées qui sautent sur leur proie pour les capturer. Elles ne tissent pas de toile pour capturer leur proie. Les seules toiles, la seule soie qu'elles produisent, c'est pour faire des cocons pour mettre leurs œufs, ou certaines pour, se faire une maison pour dormir. Il y en a certaines qui prennent une feuille, qui plient la feuille, qui la collent avec de la soie et qui se font un cocon à l'intérieur de la feuille pour se mettre à l'abri, du froid ou de la pluie. Donc c'est une araignée chasseuse. C'est pour ça qu'elle a 2 grands yeux, et il faut savoir qu'une araignée, donc je disais, hein, la plus grosse, fait 1 cm, elles sont capables de voir à 2 mètres de distance. Et c'est très rigolo parce que quand on les prend en photo, si j'ai un de mes chats qui passe, à 2 mètres, moi, ou, enfin qui passe à mes pieds ou un peu plus loin, souvent l'araignée, elle se tourne pour regarder le chat passer, donc ça, c'est ça qui est marrant. Après, nous avons le mâle. Donc là, pour le coup, quand je parlais de pompon, lui, c'est carrément des gants de boxe qu'il a, hein, il est facile à reconnaître, et lui, il a les yeux verts, voilà. J'adore ces araignées-là, enfin, je trouve qu'elles sont très esthétiques. Les araignées sauteuses, je trouve que c'est vraiment un sujet esthétique, et c'est pour ça que j'adore les shooter aussi. Et deuxième point qui fait que j'adore ces araignées-là, c'est que quand on shoot une araignée sauteuse, on a vraiment une interaction avec elle. Il y a des araignées, comme je dis, en fait, les araignées, elles ont un caractère. Alors quand je dis un caractère, on dit: pas bien toi, une araignée sauteuse, ça a pas de caractère, c'est un insecte, quoi». D'ailleurs, c'est pas un insecte, c'est un arachnide. Insecte, 6 pattes, arachnide, 8 pattes, pour le détail. Elles ont un caractère. Quand je dis qu'elles ont un caractère, c'est vrai. Il y a les, Ménémérus, c'est une araignée qui est facile à reconnaître, elle est moustachue. Elle a des petits poils qui sont hyper poilus, donc on dirait qu'elle a des moustaches. Elles sont tout le temps stressées, tout le temps. L'espèce fait qu'elle est stressée. Elle est tout le temps en train de bouger ses pédipalpes, et dès qu'on la shoot, une fois, alors j'ai des vitesses quand même qui sont à 1/160e de seconde, c'est quand même rapide, et ça m'arrive plein de fois de déclencher, et au moment où je regarde ma photo, l'araignée elle a bougé en fait. Juste au flash en fait. Le flash l'a fait bouger,
et je me retrouve avec une photo qui est pas du tout ce que j'avais pris en photo, donc tout va bien. Donc les Minimirus sont un peu speed, même très speed et c'est chaud patate d'arriver à les suivre, quoi. Et donc les Marpissa, elles, sont relativement calmes. J'ai envie de dire que plus elles sont grosses, plus elles ont tendance à être calmes, à être posées. Et il y a d'autres espèces, voilà, qui, elles ont vraiment un comportement, différent. Les Marpissa, comme j'expliquais, je les trouve sur mon abri de jardin. L'Euphoris abrigada qu'on a vu, celle qui est avec les poils jaunes devant, je l'ai trouvée dans le gravier devant chez moi. Même pas, parce que la deuxième fois que je l'ai vue, elle était directement sur ma porte d'entrée, donc je ne pouvais pas la rater. Je l'avais là, en face des yeux. Les, alors je vais passer, je vais montrer d'autres. Les Carotus, donc Carotus xanthogramma, on l'appelle l'araignée de carotte. Pour la simple raison, c'est que elle est orange. Donc la femelle a du orange dans ses poils. Le mâle, lui, il est noir et l'abdomen est orange, entièrement. Donc celles-là, elles adorent les haies. J'en ai trouvé dans les chênes, hein, chez moi. J'ai une haie de Fautignan qui fait la clôture chez moi. J'en ai trouvé, mais en pagaille. L'été dernier, là, j'en ai trouvé en pagaille. C'est vraiment leur lieu de prédilection. Après, on a quoi? Les fameuses Minimirus. Donc ça, c'est une Taignatus. C'est une femelle. Elle a des pédipalpes tout poilus. Et on a l'impression que c'est un mâle parce que les pédipalpes sont hyper poilus. Mais en fait, c'est une femelle, celle-là. Et j'adore leurs yeux. Je trouve que c'est vraiment expressif. Ça donne des poils. Enfin, voilà, c'est vraiment. Je suis désolé, je me répète. J'adore shooter les araignées sauteuses. C'est mon sujet préféré, c'est pas pour rien. Et là, on a un cas particulier dans les araignées sauteuses. C'est une Phytis barbipe mâle. Alors la femelle, le mâle, enfin, les mâles sont souvent beaucoup plus colorés que les femelles. À part peut-être chez les Carotus où le mâle, lui, est noir avec des poils blancs et orange. Mais sur les araignées sauteuses, la plupart du temps, comme d'ailleurs sur beaucoup d'animaux, on prend un faisan, le faisan hyper coloré, la femelle, la poule faisan, elle est relativement terne, elle est là pour se camoufler. Et bien, chez Cytis barbipe, la femelle, elle est beige avec le dessus de la tête noir. Et le mâle, lui, ben, voilà, ça pète, quoi. Je veux dire, il est orange, les yeux sont vert métallisés, il a 2 énormes pattes sur le côté et en fait, la particularité de cette araignée-là, c'est que c'est une araignée qui est cousine des araignées sauteuses qu'on appelle les peacock spiders, donc des araignées sauteuses paon qu'on peut trouver en Australie, qui, relèvent leur abdomen pour faire la parade, en fait, nuptiale à leur prétendante. Et bien lui, il fait pareil. Lui, il remonte les pattes et il danse. Quand il trouve une femelle en face, il danse en levant les pattes. Donc c'est très rigolo. Et par contre, c'est une araignée qui est vraiment toute petite. Le mâle adulte, c'est 5 millimètres, hein, pas plus. C'est vraiment une toute petite, mais hyper colorée. J'adore quand j'en trouve. Bah, celle-là, je vais vous dire, j'ai trouvé un endroit où j'aurais jamais pensé la trouver. J'ai été dans un magasin en train de faire des courses, acheter des fringues avec ma femme. Et elle me dit: «T'as vu sur le présentoir de bijoux à côté?» Je tourne la tête, hein, et j'ai dit: «Merde alors!» Il y avait une Satis Barbie au milieu des bijoux. Elle remarque, elle était camouflage, hein, parce que bon, les couleurs qu'elle a, c'était bien. Du coup, le vendeur, il a pas dû comprendre. Je suis parti jusqu'à la voiture. Je suis allé chercher, j'ai des petites boîtes, si tu les petites boîtes en plastique comme ça, là, couvercle, une petite boîte de sauce ou les petits pots de confiture et j'ai allé chercher un pot, je suis revenu, j'ai attrapé mon araignée pour pouvoir la prendre en photo et après par contre, je l'ai relâchée, dans la nature parce que pour le coup, elle était pas du tout à sa place à l'intérieur d'un magasin, il faut être très clair, c'était pas possible. Donc ça, voilà, c'est une des plus colorées qu'on a en France. Ça, c'est une Eversha arcuata, donc la Eversha arcuata, donc c'est un mâle, je précise, juvénile, donc on voit bien que c'est un mâle, il a les pompons devant. Et juvénile parce que quand il est adulte, il est entièrement noir avec des poils blancs et donc on retrouve les petits traits qu'il a sous les yeux là, on retrouve cette marque-là sur les adultes. Et donc là, pareil, toujours pareil, vous voyez, c'est mon index qui est dessous. On peut voir l'empreinte digitale, ça vous donne une ordre d'idée de la taille. De toute façon, 5 millimètres de haut, 9 millimètres de long, hein. C'est systématique sur toutes les photos, en tout cas toutes les dernières photos que j'ai faites depuis que je suis passé, d'ailleurs depuis janvier, où je suis passé avec mon Laowa 50 millimètres sur l'Olympus, l'OMD, l'OMD 10. Donc voilà, hop. Et là, c'est une des dernières photos que j'ai eu l'occasion de faire. Si vous voyez l'araignée, elle est là, hein, on est d'accord, hein. C'est le tout petit point au milieu de ma main. Alors, j'ai dit toujours, j'ai de grandes mains. Oui, mais l'araignée était microscopique. Là, on est d'accord, hein? Donc là, c'est toujours pareil. J'ai du 5 par 9 en format. Donc vous voyez que elle est toute petite, vraiment. Elle faisait 1,36 millimètres de long. C'est vraiment ridicule. J'ai
j'avoue, là, j'ai eu une chance énorme de tomber dessus parce que j'aurais très bien pu, ne pas l'avoir du tout. J'étais en train de déménager mon bureau, j'avais un papier A4 qui était plié en 2, j'ai dit j'ai attrapé le papier, j'ai dit: «C'est quoi ce truc-là?» Je regarde, puis j'ai vu une poussière bouger sur mon sur mon papier A4, je fais: «Oh punaise, une araignée sauteuse». Du coup, au boulot, j'ai une boîte, hein, toujours pareil, j'ai des boîtes partout. J'ai pris ma petite araignée dans une boîte, hop, je l'ai pris et je l'ai photographié. Après, à la maison, je l'ai shooté. Et paradoxalement, ça a été assez compliqué de la shooter parce qu'en fait, elle était hyper active. Elle bougeait, elle se déplaçait tout le temps et donc du coup, voilà, on arrive à faire quand même des trucs sympas d'insectes tout petits, vraiment tout petits. Alors, les arachnophobes, vous fermez les yeux, vous ouvrez les oreilles si vous voulez, vous m'entendrez parler. Par contre, ne regardez pas l'écran, je vais vous faire passer quelques araignées qui sont plus grosses. Je dis plus grosses, elles ne sont pas énormes non plus, mais elles sont plus grosses. Donc là, nous avons une araignée que vous devez connaître, surtout en cette période, hein, l'automne, où on commence à avoir la température qui se rafraîchit sérieusement et ces araignées-là, elles rentrent. Elles rentrent parce qu'elles cherchent des partenaires pour se reproduire. Donc vous avez des mâles et des femelles qui vont rentrer. Avec des pattes, elles sont, relativement grandes, hein. On arrive à avoir des araignées qui font, allez 5 centimètres à peu près de diamètre, hein, en comptant les pattes, hein. Donc c'est une araignée qui fait 2 centimètres de corps. Mais bon, voilà. Ça, c'est des araignées que vous allez croiser, que vous pouvez croiser régulièrement. En tout cas, moi, dans ma région, dans mon abri de jardin, j'en ai en pagaille, il y en a partout. Et donc la particularité, c'est que celle-là, c'est donc une femelle. On voit les pédipalpes qui sont transparents, qui sont fins, donc c'est bien une femelle, hein. Et beh, là, elle est en train de manger son repas, c'est-à-dire une autre araignée. Oui, parce qu'elles n'hésitent pas à manger d'autres araignées. Et il faut savoir que quand vous avez ça à la maison, mais c'est pas forcément une mauvaise chose, j'ai envie de dire, bien au contraire, parce que, et beh, vont vous débarrasser de les petites blattes qui peuvent rentrer, pareil, parce qu'elles cherchent de la chaleur. Elles font le ménage, hein, donc elles vont séparer un petit peu le bien du pas bien et elles vont vous faire le ménage. Et elles ne tissent pas de toile non plus, celles-là, donc vous n'êtes pas embêtés et c'est pas elles qui vont vous embêter avec des toiles. Ensuite, nous avons une qui est plus grosse. Alors, c'est une Olios argillasus mâle. Elles sont faciles à reconnaître, elles ont le bout des pattes, elles ont des chaussettes noires, hein, donc elles sont très faciles à reconnaître. Comme on peut le voir, elles ont alors oui, pardon, je vais revenir en arrière. L'Azoropsis est un chasseur aussi. On le voit, elle a quand même 6 yeux en façade, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 2 sur les côtés. Les 2, on peut les voir ici et là, qui guettent un petit peu vers l'arrière, juste au cas où. Mais c'est un chasseur, c'est vraiment un prédateur. L'Olios, déjà, est un peu moins prédateur. C'est un chasseur aussi, elle a des gros yeux, mais elle en a 4 en façade et 4 sur l'arrière de la tête pour quand même regarder qu'il n'y ait pas un prédateur qui arrive par derrière. La particularité de ces araignées-là, c'est que ce sont des araignées de la famille des Sparasidae, qui sont des araignées qui courent après leur proie. En Australie, c'est la famille, on appelle ça les huntsman. C'est des araignées, alors chez nous en France, elles ne sont pas très grosses, hein. Une Olios, ça fait ouais, de 2 centimètres de long, au niveau entre enfin, tête et corps compris, 2 centimètres de long. Avec les pattes, voilà, on est dans les 5-6 centimètres pour les plus grosses, mais ça dépasse guère cette taille-là. En Australie, ils arrivent à avoir des 25-30 centimètres pour les vraiment les vraiment très très grosses, mais dans les 20, entre 20 et 30 centimètres, c'est relativement courant de voir ce type d'araignée-là à cette taille-là. Hop, je reviens là. Et donc tout à l'heure, on a eu une Zoropsis spinimana femelle qui était juvénile, donc un bébé. Et là, vous avez la version adulte. Donc on voit qu'il y a quand même elle est plus transparente comme était le juvénile. Elle est vraiment plus marquée, plus poilue, plus noire, plus sombre. Là, pour le coup, je comprends que ces photos-là puissent faire tressaillir certaines personnes. Et là, il faut savoir que le fond qu'on voit qui est légèrement bleu, c'est mon jean. Elle était sur mon pantalon. Et j'en ai eu plein de fois pris en photo sur mes mains. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, il y a quelques vidéos que j'ai postées, où je montre. Parce qu'il y en a qui m'expliquent, ils me disent: «Ouais, mais je comprends pas que c'est, enfin, il y en a qui essayent de faire pareil que moi, qui font de la macro et qui prennent les araignées, qui essaient d'avoir des araignées sur les mains. Ils me disent: "Les grosses, c'est impossible de les avoir et elles se carapatent dès que j'essaie de les faire monter"». En fait, l'astuce, c'est que, il faut qu'elle s'habitue à vous. Donc en fait, moi je mets ma main par terre, je fais en sorte qu'elle passe sur ma main et en général, elle passe une fois, 2 fois, troisième fois, j'essaie de relever un peu la main et la quatrième fois, je lève la main complètement et là, elle reste et souvent, comme on a les mains et beh, c'est un animal là qui adore qui cherche la chaleur.
Mais en fait, comme on a les mains, en général, qui sont suffisamment chaudes, en tout cas plus chaudes que l'environnement extérieur, mais souvent ça arrive qu'elle se plaque, elle se pose et là on peut la shooter tranquille, on est peinard et elle va pas bouger pendant, plus d'une 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, voire plus sur certaines. Elles restent collées à nous et les araignées sauteuses, c'est un peu pareil. Il y en a certaines qui sont très stressées qu'on n'arrive pas à prendre en photo et il y en a d'autres qui, moi j'aime bien les prendre sur mes mains pour les shooter parce que comme j'ai voilà, je suis très, très près du sujet, une profondeur de champ qui est vraiment ridicule parce que quand je vise, quand je suis dans mon viseur, je suis à la ouverture maximale donc du coup, j'ai une profondeur de champ qui fait quelques microns, donc c'est un peu compliqué d'arriver à faire la mise au point. C'est pour ça que j'aime bien avoir sur la main parce que déjà on la sent se déplacer sur la main et ça permet de savoir où elle est en permanence, même sans forcément la voir dans le viseur et c'est plus simple. Et il y a certaines araignées qui ne veulent carrément pas descendre de ma main. Elles sont bien, ça leur plaît, ça les dérange pas d'avoir des éclairs qui leur flashent le visage. Alors il y a certaines personnes qui vont me dire: «Oui, mais est-ce que le flash, c'est pas dangereux pour les araignées?» Alors il faut savoir qu'une araignée n'a pas de paupières, donc en fait, son œil est prévu pour, pouvoir supporter l'éclat du soleil en direct. Donc un flash n'est jamais plus violent que l'éclat du soleil. Donc de ce côté-là, il y a pas de souci, on n'éblouit pas l'araignée. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir, une araignée sur la main en train de la shooter et un moustique qui vient se poser sur ma main pour essayer de me manger pendant que l'araignée shoot et l'araignée, elle a tourné la tête, elle a chopé le moustique. Donc le dire, j'ai venu d'y mettre, 5-6 flashs dans les yeux. Si vraiment ça l'avait dérangée, ça avait été handicapant pour elle, elle aurait pas attrapé le moustique ou elle aurait même pas vu. Donc j'ai pas de souci de ce côté-là. Et les araignées n'ont pas, de paupières comme nous, ça d'accord. Elles ne bougent pas les yeux. Elles ne tournent pas la tête non plus. Elles sont encore mieux foutues que ça. C'est-à-dire qu'elles ont le cône, la rétine qui bouge à l'intérieur de l'œil pour regarder, pour voir. Et les araignées sauteuses, il y a des variétés, exotiques, on va dire, qui sont vertes, transparentes et comme elles sont tellement transparentes, on arrive à voir le cône optique qui se balade, quand on les voit de par-dessus, on voit le cône optique qui se balade en fonction de là où elles regardent et même quand elles regardent de face, vu qu'on voit la lumière à travers leur corps, on arrive à voir l'œil qui, enfin, le cône qui bouge, en fonction de là où elles regardent. C'est super rigolo à voir faire. Donc Zoopsis, voilà. Onia radiata, donc elle, c'est pareil, on voit que c'est un super prédateur. Déjà, elle a 2 très gros yeux et en plus, elle en a 4 petits en dessous. Donc 6 yeux en façade, 2 derrière, elle, je vous dis, c'est un gros prédateur. C'est ce on appelle ça la tarentule française, mais bon, la plus grosse que j'ai vue, je l'ai confondue avec une souris qui passait à côté de moi. J'ai cru que c'était une souris. C'était pas une souris, c'était elle mais elle courait vite. Elle était grosse aussi. Celle-là, c'était la plus grosse que j'ai vue et à l'époque, j'ai shooté avec 18-55 inversé, donc c'est-à-dire que j'étais à 20 centimètres du sujet et mon objectif, c'est à peu près 20 centimètres du sujet et j'avais moins que ça en taille. Il y en avait encore moins qui est rentré dans le cadre et non, mais elle était vraiment super grosse. Donc ça, c'est une femelle et celle-là, pareil, je les prends sur les mains parce que, ouais, quand on connaît les araignées, on sait quand est-ce qu'elles sont stressées et agressives et quand est-ce qu'elles ne le sont pas. Il faut savoir qu'une araignée ne vous mord pas par plaisir, jamais, jamais, jamais. Une araignée, si vous faites mordre par une araignée pendant la nuit, c'est parce qu'elle est passée sur votre lit, que vous êtes tourné, vous avez écrasé et qu'elle s'est sentie agressée et que du coup elle s'est retournée et elle vous a mordu. Ça ne pique pas, ça mord. Il y a des crocs. On appelle ça des chélicères. Voilà. Donc pour les arachnophobes, c'est bon, vous pouvez réouvrir les yeux, c'est passé. Les odonates, donc les odonates, libellules, demoiselles ou à grillons, si vous préférez pour le terme technique. Donc voilà, le type de photo que j'arrive à faire. Donc là, c'est pareil, c'est une photo que j'ai faite de nuit. Il y avait d'ailleurs, elle a des traces de rosée sur sa tête. Donc la particularité, pourquoi facilement différencier une libellule d'un agrillon, oui, une libellule d'un agrillon. Hormis la taille, parce que les libellules sont forcément beaucoup plus grosses que les agrillons ont les yeux, deux yeux, un de chaque côté de la tête, et les libellules ont les yeux qui se collent. Et les yeux d'une libellule se touchent. Donc là, pour info, la photo que j'ai mise dans le coin, c'est mon pouce. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de la taille du sujet, quoi. C'est vraiment petit comme sujet. Heu et ce que j'adore faire, c'est ça. C'est-à-dire faire des sorties, très tôt le matin. Quand je dis très tôt, c'est, 4 heures du matin, heu pour avoir à peu près 1-2 heures, enfin, à 4:00 du matin, on a 2 heures devant nous normalement, avant que le soleil se lève et ça permet de faire ce type de shoot avec des billets de rosée qui ont la particularité de faire loupe. Donc c'est ce que j'adore de ça, c'est qu'on dirait qu'on leur a mis des bijoux, des petits diamants partout et en plus ça fait des loupes, donc ça grossit encore plus ce que nous on a déjà grossi avec l'objectif. Donc ça c'est top, j'adore, hein et voilà. Le seul truc c'est qu'il faut se motiver pour dire, faut déjà regarder les conditions météo
pour voir si le lendemain matin, on va avoir de la rosée, parce qu'on a plein d'applications météo maintenant qui vous donnent le point de rosée. Donc, vous avez la température à laquelle la rosée va se former. Si on est en dessous de cette température-là, nickel, on a la rosée partout. Si on est au-dessus ou juste, on peut ne pas avoir de rosée ou avoir de la rosée juste au ras du sol. Et comme c'est des insectes qui se posent en général sur des herbes hautes, donc on les trouve dans les 40-50 centimètres d'altitude, si je puis dire. Bah, si, voilà, si on est trop juste au niveau de la température de rosée, bah, on n'aura pas de rosée sur eux. La rosée sera plus bas, mais pas sur eux. Donc voilà. Heu, hop, j'ai fait toute une exposition qui a tourné, elle a tourné entre 3 médiathèques, donc la médiathèque de mon village à Sénofary, elle est partie à Groyer, après elle est partie à Cadalin à côté. Et là actuellement, elle est dans le lycée, à Castres, le lycée Bordebasse à Castres, où, j'ai été contacté par un des profs pour, voilà, faire poser mon expo et faire des conférences avec leurs élèves parce qu'ils ont tout un programme sur, la partie, relation homme-animal et donc du coup, ça les intéresse fortement. Donc voilà, différentes, espèces dans l'agrillon, différentes couleurs. Il y en a certains que là, on voit les 2 taches noires, c'est parce qu'il est en train de me regarder, donc on est d'accord. Là, c'est pareil, ils ont un gros globe et en fait, l'œil se déplace dans le globe, hein. C'est très rigolo. Là, celui-là, c'est pareil, il me regarde. Donc on a différents, plus ou moins de quantité de rosée. Donc là, celui-là, déjà, il avait commencé à s'essuyer les yeux. Donc du coup, à part l'œil droit, il a presque sur l'œil gauche, il y a presque plus de rosée. Celui-là, il n'y a pas eu de rosée, mais je l'ai quand même eu de nuit. Je trouve il a de superbes couleurs. C'est hyper poilu, c'est ça qui est rigolo, très poilu. Et ça, ce sont des super prédateurs. Quand je dis super prédateurs, c'est capable de chasser, d'attraper une mouche en plein vol, hein. Je crois que c'est 98-99% de réussite sur leurs attaques, hein. Donc c'est vraiment un avion de chasse, quoi. Celle-là, j'adore. Je trouve on voit super bien les alvéoles au niveau des yeux, la couleur est top, profondeur de champ est correcte, hein. Et là, c'est une libellule, ce que je vous disais, les yeux sur le haut de la tête, ils sont collés, ils se touchent. Celle-là, j'ai pu lui tirer le portrait, donc libellule vivante, je ne fais que du vivant, je ne fais pas d'insectes morts. Et celle-là, j'ai eu la grosse chance d'arriver à la shooter parce qu'elle s'était coincée une patte dans une plante et du coup, j'ai pu la trouver. Voilà. Et donc, j'ai tiré le portrait, j'en ai profité. Oui, j'accélère. Hop, j'ai fini. Et guêpes coucou. Guêpes coucou, je vous montre, voilà. Juste pour la couleur, tout petit sujet. Et après, je vous laisse. Je passe rapidement. Les papillons. Hop, tac, tac. Ça, c'est des ailes de papillon. Donc, j'ai pas de gros P, c'est le grossissement naturel. Et des papillons. Bon, les questions, on verra sur le Discord. Je vous dis à plus tard sur le Discord. Merci beaucoup.